Bienvenue dans l'épisode 3 de notre immersion dans le sommeil du bébé de 0 à 12 mois. Dans l'épisode numéro 1, on a déconstruit les mythes et remis les bases à jour. Dans l'épisode 2, on a compris la biologie du sommeil et le fonctionnement du cerveau du bébé. Et ici, on va parler d'un élément qui est fondamental, le système nerveux. Parce que le sommeil, c'est pas seulement une question de cycle, d'horaire, c'est avant tout une question de régulation et de sentiment de sécurité comme on l'a vu depuis le début de ce parcours. Et tout cela, ça passe aussi par le système nerveux, comment il fonctionne, etc. Donc cet épisode, il va être assez dense, mais ne t'en fais pas, tu retrouveras toutes les notions importantes à garder en tête dans ton workbook Easy Dream qui est disponible dans la description de ce podcast. Cela étant dit, on va pouvoir commencer et voici comment va se découper cet épisode. Concrètement, on va avancer en 4 étapes. La première, ça va être de comprendre les 2 modes du système nerveux. La deuxième, on va voir comment la corégulation fonctionne concrètement. Dans la troisième partie, on explorera le rôle du nerf vague et du système vestibulaire. Et dans la quatrième et dernière partie, on parlera des tensions corporelles qui, elles aussi, peuvent avoir un réel impact sur le sommeil. Mais avant de plonger dans la partie numéro 1 et donc de te parler du système nerveux de ton bébé, je veux d'abord que tu saches à quel moment tout ça s'applique à lui. Donc, plus exactement, de la naissance à 3 mois, le système nerveux est encore en construction complète. De 3 à 6 mois, il commence à apprendre à se réguler, notamment grâce à toi, et même surtout grâce à toi. Et jusqu'à 12 mois, il continue de s'affiner grâce à tout ce que tu lui transmets, mais bien sûr au-delà de 12 mois aussi. Je dis jusqu'à 12 mois uniquement parce que ce parcours est destiné aux bébés de 0 à 12 mois. Donc, techniquement, peu importe son âge, tout ce que je vais t'expliquer maintenant est valable. C'est juste que c'est valable à des degrés qui sont différents. Et petit rappel important, à la naissance, le système nerveux autonome est encore totalement immature. La branche parasympathique, qui est celle du repos, mais ça je vais te l'expliquer dans la partie 1, ne t'en fais pas, va mettre vraiment plusieurs mois à se stabiliser, ce qui rend les bébés plus facilement, entre guillemets, activables et plus sensibles à la surcharge. Et la maturation, elle va vraiment se poursuivre tranquillement avec le temps qui passe, mais par exemple pour tout ce qui est gestion des émotions, il faudra attendre environ 5-6 ans que le cortex préfrontal qui est responsable de ça finissent de maturer ou en tout cas atteignent un premier palier de maturité. En attendant, c'est vraiment ta présence, ton accompagnement, la corégulation qui va aider ton enfant à bien grandir, bien vivre ce qu'il ressent, etc. À présent que tout ça est dit, nous allons pouvoir entrer dans la première partie et donc on va d'abord comprendre les 2 grands modes du corps. Le corps fonctionne donc avec 2 grands modes. Il y a d'un côté le système sympathique, c'est le mode alerte. Pour simplifier les choses tout au long de l'épisode, on va parler de mode alerte à chaque fois. C'est celui qui est responsable du stress, du mouvement, de la vigilance, qui permet à tout être humain d'être vivant en fait, de bouger, etc. Voilà. Et il s'active trop fort, on va dire, quand ton bébé va pleurer, sursauter, être trop stimulé, que ce soit de manière auditive, visuellement, sensoriellement, émotionnellement, ou quand on attend trop longtemps avant de répondre à ses besoins. Et de l'autre côté, on va avoir le système parasympathique qui est le mode zen, et c'est ce terme-là qu'on va reprendre tout au long du parcours. Le mode zen, c'est celui du calme, de la récupération et de la digestion, mais surtout du sommeil, ce qui nous intéresse tout particulièrement ici. Ce mode zen, il va s'activer grâce au portage, au contact, aux caresses, au massage, à la succion, quand on répond aux pleurs rapidement et de manière adaptée, quand le bébé entend la voix de son parent ou de l'adulte qui s'occupe de lui, quand on fait des mouvements qui sont doux, lents, répétitifs, quand on évite la surstimulation, etc. Mais dans tous les cas, c'est très important de le préciser. Le but, c'est pas du tout d'en avoir un activé et l'autre toujours éteint et donc vouloir que bébé soit toujours en mode zen parce que le mode alerte il est très utile aussi comme je te l'ai expliqué. L'objectif c'est vraiment qu'ils travaillent ensemble en équilibre. Donc l'activation du mode alerte c'est vraiment pas une mauvaise chose en soi, c'est grâce à lui que ton bébé va découvrir, bouger, pleurer pour communiquer, etc. Ce qui compte c'est qu'il puisse ensuite repasser facilement en mode calme, que ce soit pour passer à table, s'endormir, etc. Mais le truc, c'est que quand le mode alerte reste activé trop longtemps, le cortisol, qui est l'hormone du stress, va augmenter, ce qui va tendre le corps, fragiliser le sommeil, créer des micro-réveils plus fréquents, des transitions de cycle plus difficiles, etc. Et c'est pas que bébé ne veut pas dormir, c'est vraiment que le cerveau, le système se met en mode protection.
Et un système nerveux qui est en mode alerte, il va pas pouvoir produire un sommeil profond de qualité. Donc si un bébé se réveille beaucoup, c'est vraiment pas encore une fois qu'il refuse de dormir, c'est peut-être qu'il est encore en mode alerte, même si bien sûr il y a énormément d'autres facteurs comme on l'a déjà dit précédemment et comme on va pouvoir l'explorer plus tard dans les autres épisodes. Donc ce que tu dois retenir de cette première partie, c'est que ton bébé a 2 modes, le mode zen et le mode alerte. Ils doivent travailler en équilibre tout au long du jour et de la nuit. Et pour pouvoir avoir un bébé qui est apaisé et qui dort bien, il faut permettre à bébé de repasser en phase calme, en mode zen, avant qu'il soit dans un mode alerte trop intense avec des pleurs, une surstimulation, une surcharge, etc. À présent, on va pouvoir passer à la partie 2 qui est dédiée à la corégulation. Comment est-ce qu'elle fonctionne concrètement ? Faire ce focus-là, ça va t'aider à comprendre vraiment comment aider le corps de bébé à passer du mode alerte au mode calme. Et il faut savoir que les études en neurosciences, elles montrent que le rythme cardiaque, le niveau de stress d'un bébé peuvent se synchroniser avec ceux du parent, surtout en situation de proximité. Les bébés, ils ne savent pas s'autoréguler seuls, on fait que de le répéter, ils ne savent pas s'apaiser, ils peuvent pas, ils n'en ont pas les capacités cognitives, donc ils ont besoin d'un stabilisateur externe. Et ce stabilisateur, c'est toi, parent. Ta voix, ta respiration, ton rythme, ton contact, ta présence, ta réponse à ses besoins. Et quand on dit qu'un bébé est une éponge émotionnelle, c'est vraiment pas pour culpabiliser, c'est pour expliquer que son système nerveux, en fait, se synchronise au tien, qu'on le veuille ou non. Et cela s'explique notamment par l'immaturité de son système limbique et de sa dépendance à l'environnement relationnel pour réguler ses états internes. Donc par exemple, si tu es tendu, si tu es stressé, il peut le ressentir. A contrario, si tu ralentis, que tu verbalises, que tu contiens, il peut redescendre. Donc tu peux très bien être dans une situation où tu n'es pas au top de ta forme, mais si en parallèle, tu arrives à te poser un peu, à faire des gestes plus lents, à lui expliquer ce qui se passe. Parce que la verbalisation, c'est très important, même s'il ne comprend pas tous les mots au départ, que tu le contiens, etc., ça ne va pas l'impacter à un point qui serait démesuré et qui provoquerait beaucoup de problèmes, le fait que tu sois pas au top. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il faut jamais culpabiliser. Par contre, tu peux adapter ta façon d'être avec ton bébé pour pas que l'impact soit trop grand. Et ça ne veut pas dire que tu dois être parfaite ou parfait selon qui m'écoute. Parce que dans tous les cas, tu es un humain et si tu m'écoutes, effectivement, tu es censé en être un, j'espère. Donc les humains, ils sont imparfaits par définition. Donc vraiment, c'est normal, c'est la vraie vie d'avoir des hauts, des bas. Donc ne culpabilise pas. Et le rôle du parent ici, c'est vraiment pas de juste vouloir faire dormir absolument le bébé, mais ça va être surtout en fait de créer des conditions qui amènent de la sécurité, de la contenance, et c'est ça qui va permettre au bébé de réussir à mieux dormir, selon également la maturité de ses cycles de sommeil, etc., etc. Et quelque part, ton bébé, c'est positif au final parce qu'il t'amène aussi à ralentir, à respirer, à être plus présente et à relativiser les choses que tu vis, les choses que tu ressens parce qu'il a besoin de ton système nerveux pour pouvoir apaiser le sien. Et du coup, je trouve que c'est quand même hyper positif quand on a un enfant de se dire que grâce aux besoins qu'il a, nous, ça nous apprend à nous sentir encore mieux dans nos baskets. Je trouve que c'est un joli échange. Donc voilà, tu vois, cette partie, elle est aussi un peu dense, mais t'inquiète pas, c'est normal. Mais en gros, l'idée à retenir, c'est que ton calme aide le corps de ton bébé à redescendre. Maintenant, comment savoir si ton bébé est en surcharge et qu'il a besoin de corégulation, qu'il a besoin d'aide pour repasser en mode zen ? Eh bien, tu vas observer un regard qui est fuyant, des mains qui sont crispées, des poings un peu fermés, un corps assez tendu, un bébé qui se cambre en arrière, qui pleure dès qu'on le pose, qui va avoir des faux réveils, comme on dit, à 30-45 minutes après endormissement, qui vont avoir des difficultés à s'apaiser. Vraiment, un bébé qui est en mode alerte. Ça se voit, ça se ressent. Si tu reconnais un de ces signes, en soi, ce n'est pas grave, c'est juste des indicateurs. Et c'est vraiment bien parce que le corps de ton bébé, il te parle, il t'envoie des signaux. Et quand tu arrives à les lire, c'est très utile pour mieux répondre. Après, là, les signaux que je t'ai donnés, ils peuvent aussi indiquer d'autres choses comme un reflux, une tension. Mais ne t'en fais pas, il y a vraiment plein de choses qu'on va voir ensemble qui vont te permettre de faire la différence au fur et à mesure qu'on avance dans le parcours. Aussi, c'est important de savoir reconnaître les signes d'épuisement chez soi, parent, parce que le sommeil, c'est pas seulement un sujet qui concerne les bébés, c'est aussi les parents qui voient leur rythme totalement bouleversé, qui perdent entre 400 et 700 heures de sommeil sur une année, et on sait que
la perte de sommeil, la privation de sommeil, c'est quelque chose qui vient tout bouleverser dans le cerveau, dans le système, dans l'organisme. Ça va créer beaucoup plus d'irritabilité, ça va venir chambouler aussi les capacités de mémoire, etc. Et surtout, la privation de sommeil, c'est quand même un outil de torture qui a été avéré. Une personne peut décéder plus rapidement d'une privation de sommeil que d'une privation de nourriture. Donc c'est normal que l'épuisement arrive chez un parent, surtout d'un tout petit bébé. Les signes à repérer pour savoir si tu es vraiment au bord de l'épuisement, c'est vraiment beaucoup d'irritabilité, pas mal d'anxiété, une impatience, c'est-à-dire que tu as beaucoup moins de patience par exemple face aux pleurs de ton bébé, face aux demandes des personnes qui composent ton foyer, que tu es beaucoup plus en mode alerte, que même quand tu pourrais dormir, tu n'y arrives pas, que tu ressens une charge mentale plus, etc. Et tout ça, ça peut vraiment entretenir un cercle de tension involontaire. Et encore une fois, c'est pas de ta faute, c'est tout à fait normal. C'est une question en fait de régulation globale. Et moi, ce que je t'invite à faire, si tu sens vraiment que tu es à bout, c'est de ne pas hésiter de déléguer, de t'entourer, de consulter aussi une sage-femme avec qui tu pourrais parler, même ton pédiatre ou ton médecin de famille. Et si tu en as envie, aussi aller te confier auprès d'un psychologue ou d'un thérapeute selon ce que tu préfères. En tout cas, ne reste pas seul. Voilà pour cette partie 2. Maintenant, ce que je voudrais que tu retiennes de celle-ci, c'est qu'un système nerveux apaisé favorise un sommeil profond qui est associé à la récupération, à la sécrétion d'hormones de croissance chez ton bébé. Et ça, on en parlait notamment dans l'épisode 2. Donc, c'est très important finalement d'apprendre à bien co-réguler, apprendre à repérer les signes chez le bébé, mais aussi chez toi, de surcharge, d'épuisement, pour pouvoir l'un comme l'autre repasser en mode zen et vous donner cet échange un peu grâce à la connexion, à la proximité, d'apaisement en fait de vos deux systèmes nerveux pour vous sentir mieux et être enfin en mode zen pour mieux récupérer, mieux dormir quand il est question de ton bébé. On peut maintenant passer à la partie 3 qui porte sur les rôles du système vestibulaire et du nerf vague. Donc là, on va zoomer un peu, ça va être un peu plus technique, mais promis, je vais simplifier au maximum. Donc, comme on l'a vu, le système nerveux se divise en deux grands modes, le mode zen et le mode alerte. Et en fait, entre ces deux systèmes, il y a le nerf vague que tu peux imaginer comme une grande ligne qui va venir se connecter en partant du cerveau à presque tous les organes. Donc le cœur, le système digestif, vraiment tout. Et son rôle en fait, c'est de sonder le corps en permanence pour vérifier que tout va bien. Et selon ce qu'il va aller récolter comme information dans le corps, il va ramener la synthèse au cerveau. Et si ton bébé est bien apaisé, qu'il n'y a pas de souci, le mode zen va s'activer, ça va favoriser la libération d'ocytocine, ça va abaisser le rythme cardiaque, ralentir la respiration et du coup amener à la détente du corps. Mais si le nerf vague rapporte au cerveau, après avoir analysé tout le corps, qu'il y a une tension ou un inconfort ou un besoin non comblé, eh bien, le bébé va passer en mode alerte et là, on peut observer la digestion bloquée, le ventre qui se tend, le sommeil qui devient plus léger, un bébé plus grognon, plus irritable, qui veut que les bras, etc. Et il y a aussi un autre acteur, c'est le système vestibulaire qui est situé dans l'oreille interne et qui va, lui, gérer tout ce qui est perception du mouvement et l'équilibre. Et c'est d'ailleurs un des systèmes sensoriels les plus matures à la naissance car il s'est développé dans le ventre avec les mouvements de la maman. Et c'est pourquoi notamment tout ce qui est balancier, bercement de gauche à droite, etc. ça l'apaise énormément, ça lui rappelle sa vie in utero. Sauf que quand on bouge trop vite, qu'on le dépose brusquement ou qu'on le prend dans les bras brusquement, qu'il y a trop de stimulation, etc., le système vestibulaire peut s'activer excessivement et on va parfois d'ailleurs voir apparaître le réflexe de Moro, donc le moment où le bébé il sursaute avec les bras écartés puis se met à pleurer. En soi, on ne peut pas l'empêcher totalement, mais on peut éviter de le déclencher inutilement en favorisant des environnements assez calmes et des mouvements doux, lents, réguliers, répétitifs. Ça permet de stimuler ce système vestibulaire sans stress. Et d'ailleurs, le système vestibulaire, c'est aussi celui qui va être responsable du réveil de ton bébé quand tu essayes par exemple de le transférer de tes bras à son lit, parce qu'en fait, il est aussi là pour vérifier que tout va bien. Donc quand il sent que ça bouge et que ça bouge trop vite ou que la transition n'est pas faite suffisamment en douceur, en lenteur, il va s'activer et il va envoyer une petite alerte au cerveau en mode réveille-toi, je sens que ça bouge, il faut qu'on vérifie où on est et qu'on est toujours en sécurité. Et donc tu vois, c'est très important de toujours faire toutes les transitions en douceur, en lenteur
Et d'ailleurs, si tu veux un petit tuto pour savoir comment déposer bébé sans le réveiller, je te mettrai le lien en description de ce podcast. À présent, on va pouvoir passer à la partie 4 qui porte sur l'hypertonie, donc le fait que le bébé soit très tonique, mais aussi sur les tensions corporelles. Parce que parfois, le sommeil, il peut être impacté par quelque chose de plus corporel. Certains bébés qui vont avoir vécu par exemple une césarienne, une naissance avec ventouse ou forceps, un accouchement très rapide ou au contraire un accouchement très long, mais aussi ceux qui sont nés par voie basse peuvent avoir des pressions importantes qui ont été exercées lors du passage dans le bassin, sur leur colonne vertébrale, leur nuque, etc. Et ça peut créer des tensions dans le corps. Il y a des signes que l'on peut reconnaître qui peuvent montrer que bébé aurait des tensions dans le corps. C'est un bébé qui va avoir tendance à beaucoup se cambrer en arrière, qui va avoir une tête toujours tournée du même côté, des difficultés à être posé sur le dos, qui vont être très toniques, des bébés qui vont être moteurs très tôt. Par exemple, des bébés qui vont se mettre en tummy time, redresser la tête, tenir leur tête, tendre les bras très très jeunes, alors que c'est une compétence qui arrive un petit peu après. Et ça, on peut penser, mon bébé il est trop fort, mais en fait, ça peut aussi révéler une tension. Donc tout ça, ce sont des signes que l'on peut voir apparaître, mais il y a aussi tout ce qui va être faux réveil systématique à 30-45 minutes après endormissement, ou aussi des endormissements qui sont compliqués malgré une bonne fenêtre d'éveil en fait, parce qu'à la fin du premier cycle, si le corps du bébé est tendu ou que le système nerveux est en mode alerte, l'enchaînement il va être plus difficile. Dans ces cas-là, c'est pas forcément comportemental comme je te le disais, ça peut être vraiment corporel. Et parfois, consulter un médecin, un kiné pédiatrique, un ostéopathe pédiatrique formé aux nourrissons, ça peut être vraiment pertinent, pas en automatisme bien sûr, mais quand tu vois des signes qui persistent sur plusieurs jours et qu'il n'y a rien qui s'arrange malgré les ajustements que tu fais sur les autres aspects, ça peut être vraiment une très très bonne idée d'amener ton bébé se faire un peu soulager par les manipulations que pourrait faire un ostéopathe par exemple. Donc pour résumer, ce podcast qui est en train de toucher à sa fin, un bébé il va pas dormir seulement en fonction de la maturation de ses cycles, mais aussi selon le mode qui est activé dans son système nerveux. S'il est en mode alerte, le sommeil il va être beaucoup plus léger. S'il est régulé, sécurisé, contenu, le sommeil va être plus stable. Et la régulation, le fait que bébé passe en mode zen, ça va passer surtout par la relation. Et c'est très important de le retenir. Ce n'est pas grave si toi tu es stressé, etc. Il ne faut pas culpabiliser. L'idée c'est simplement d'adapter ta façon de te comporter envers ton enfant, ralentir les gestes, etc. Parce que c'est vrai que quand on est stressé, on va avoir tendance à faire des gestes un peu rapides, à faire les choses très rapidement, à avoir un langage non verbal qui est en stress en fait, tout simplement. Dans tous les cas, si tu as besoin d'un support visuel pour revoir tout ça calmement, le workbook Easy Dream reprend les points clés de manière structurée. À l'intérieur, tu retrouveras aussi tous les exercices pratiques, les fiches focus, etc. pour appliquer tout ce que tu es en train d'apprendre ici dans cette balade audio à ton bébé, à ton quotidien. Et si tu veux le télécharger, le lien est dans la description. Dans le prochain module, on va parler des leviers concrets pour accompagner le sommeil sans lutter contre la physiologie et donc les besoins réels de ton bébé. Parce que maintenant qu'on a compris ce qui est normal, comment fonctionne le sommeil, l'impact du système nerveux sur celui-ci, on va pouvoir passer aux outils pratiques. Donc on se retrouve tout de suite dans le module suivant. Mais avant de te laisser, si tu as aimé cet épisode, que tu as appris de nouvelles choses, laisse un avis, mets une note, 5 étoiles si tu l'as trouvé bien, et partage-le parce que ça va m'aider à le faire connaître et à aider un maximum de parents. Puis en plus, ça m'encourage à continuer. Donc vraiment, merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à tout de suite.